Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une séance sans grande tendance après le rebond d'hier. On vit encore sur ce rebond qui a été initié hier. Un rebond qui a été assez fort d'ailleurs à Wall Street. On a vu le Nasdaq reprendre plus de 2% après 3 séances de baisse. On vit donc sur les acquis du rebond d'hier avec une petite progression modeste à mi-journée sur les marchés européens. On rentre quand même dans la période un peu plus calme de fin d'année, si tout va bien, si tout se passe bien pour les derniers jours de cette année 2021. Parmi les faits marquants de la journée, et on peut rattacher ça à la cession des activités logistiques en Afrique du groupe Bolloré hier au transporteur maritime MSC, c'est au tour d'un géant du transport maritime mondial, le danois Maersk, de racheter là aussi une entreprise de logistique hongkongaise, LF Logistics, pour 3,6 milliards de dollars, ce qui montre bien quand même le sujet clé qui est devenu la logistique aujourd'hui et ces transporteurs maritimes qui intègrent de plus en plus d'activités autour de leur activité cœur. Maersk qui s'est déjà un peu diversifié notamment dans le e-commerce et qui rachète donc aujourd'hui cette société asiatique de logistique. Et puis la période de fin d'année est propice évidemment pour se projeter sur les éléments stratégiques de l'année suivante. Nous parlons donc stratégie pour 2022, que ce soit en termes de perspectives macroéconomiques, le cadre général pour l'année prochaine et au-delà, et puis plus précisément sur la stratégie action auquel on peut réfléchir en cette fin d'année 2021 pour bien démarrer 2022. Mais d'abord, les infos clés du jour sur les marchés. Tendance, mon ami, c'est avec Alix Nguyen. Si le CAC a amorcé la séance par un rebond dans le sillage d'une hausse franche à Wall Street hier, il évolue désormais à l'équilibre, un soupçon d'apaisement à l'approche des fêtes et après les secousses liées aux informations autour du variant Omicron. À cet effet, hier soir, Joe Biden s'est adressé aux Américains et s'est voulu rassurant. Il a évoqué une situation qui n'était pas celle de mars 2020, rappelant que 200 millions de personnes sont complètement vaccinées et d'affirmer « nous sommes prêts ». Nous en savons davantage. Au sujet des personnes encore non vaccinées, le président a en revanche considéré qu'elles avaient de bonnes raisons d'être inquiètes. Et puis de nouvelles mesures ont été annoncées à compter de janvier. Quelques 500 millions d'autotests seront disponibles et distribués gratuitement à ceux qui en feront la demande en ligne. 1000 membres du personnel médical de l'armée américaine seront déployés afin de renforcer les effectifs des hôpitaux les plus surchargés. Des centres temporaires de vaccination supplémentaires chapeautés par l'Agence fédérale de gestion des catastrophes seront ouverts dès cette semaine, notamment à New York. Sur le plan des statistiques, elles seront aujourd'hui et pour l'essentiel américaines. On attend l'indice national d'activité des directeurs des achats de la région de Chicago de novembre, la dernière estimation de la croissance du 3e trimestre, l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board en décembre, les ventes de logements anciens en novembre et les stocks hebdomadaires de pétrole du département de l'énergie. On termine avec une valeur. Saint-Gobain va acquérir le producteur indien de laine de roche Rockwool India. La société dispose de 2 usines dans le pays pour une capacité de production totale de 50 000 tonnes. Tendance, mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Deux invités avec nous pour esquisser quelques éléments autour du cadre 2022 et de la stratégie d'investissement qu'on peut imaginer pour les prochains mois. Sébastien Barbe est avec nous au plateau, le président du directoire d'Arc-AIS. Bonjour et bienvenue Sébastien. Bonjour Grégoire. Grégoire. Du cadre général avec vous et puis plus précisément de la stratégie action pour l'an prochain avec Delphine Arnaud. Bonjour Delphine. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Vous êtes gérante multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Je commence avec vous Sébastien depuis quelques temps. Chaque fois que vous venez nous voir dans ce studio, c'est pour filer le narratif de la Casa des Papel sur les marchés. Ah oui. Donc, oui, il faut repartir de là. L'idée qu'il y a,
C'est derrière l'idée de la planche à billets, l'idée qu'il y a une domination fiscale, budgétaire aujourd'hui qui oblige les banques centrales à être de plus en plus présentes pour toujours plus longtemps. Ma question, c'est est-ce qu'on arrive au bout de la dernière saison de Casa de Papel, ou est-ce que le pivot des banques centrales qu'on a beaucoup commenté en cette fin d'année 2021, c'est simplement une saison de plus dans la série? Oui, c'est vrai, Grégoire, ça fait longtemps qu'on en parle, bien avant le Covid. Maintenant, il y a des noms officiels quand même. On appelle ça Modern Monetary Theory quand même. Voilà. Alors, pour reprendre l'anecdote, peut-être que c'est la dernière sur Netflix, parce qu'on commence à se lasser un petit peu. Et je pense que sur les marchés, c'est pas le cas. Ça fait partie, je pense que quand on essaye de faire un panorama sur le long terme, j'ai 3 règles, et je pense que celle-ci, c'est la toute première. Et en plus, maintenant qu'on a donné finalement de la moralité à la boîte de Pandore qu'on a ouverte, de l'impression monétaire à destination des acteurs économiques, dans un contexte qui était avant immoral. C'était pas bien de le faire. Maintenant, on a donné de la moralité à ça. Je pense qu'on ne peut plus véritablement le refermer. On a mis du sens dans la politique monétaire. On a mis de la morale. On est là pour aider quand même globalement. Et ça, je pense que c'est très important parce qu'en fonction des cycles, on va refermer un peu, puis on va réouvrir. Mais je pense que ça, c'est une donnée. On parle même maintenant dans les politiques de banque centrale du débat. On pourrait continuer à faire ça tout en remontant les taux. Alors qu'on avait l'impression qu'il faut d'abord fermer ça avant de commencer un cycle de resserrement monétaire. Donc ça, je pense que ça va durer. Ça, c'est quelque chose à avoir vraiment en tête. Je pense que l'autre chose qui a vraiment changé aussi, ça fait longtemps qu'on en parle aussi, Grégoire, vous en conviendrez, c'est que le monde de l'inflation d'avant n'est plus celui du futur. Ouais. Alors là, on a sans doute été un petit peu vite. Donc on peut débattre des conséquences, notamment pour la stratégie 2022. Mais ça aussi, je pense que c'est un vrai changement de régime. Et on va devoir vivre, nos jeunes gérants vont devoir vivre avec ces régimes-là qui sont nouveaux. La conséquence de ça, c'est qu'on vit dans un monde de taux réels négatifs. J'ai bien dit de taux réels, c'est-à-dire le taux nominal moins l'inflation moyenne constatée. Et ça, c'est évidemment quelque chose de très important pour la formation des prix des actifs. Et j'ai presque envie de rajouter une 4e règle aujourd'hui qui m'est inspirée par les cahiers verts de Jean-Pierre Petit qui vient aussi sur votre plateau. Ce qu'il a déterminé, et c'est très intuitif tout ça, il a déterminé que finalement l'âge moyen du capital est quand même, après 20 ou 30 ans, assez élevé finalement dans nos économies. Et que finalement les taux réels négatifs, la planche à billets, cette notion de reflation un petit peu structurelle peut être en fait paradoxalement le début d'une ère où on va faire la transition énergétique, on va faire pas mal d'investissements, c'est vrai en Europe, où l'appareil productif il est ce qu'il est, on veut relocaliser, il y a plein de raisons là aussi, morales ou pas, peu importe, pour accentuer un vrai cycle d'investissement sur long terme. Ce qui donne normalement des perspectives de long terme, qui sont quand même assez favorables d'un point de vue macro, et puis derrière des allocations d'actifs qui peuvent se décliner de manière à peu près naturelle. Là, on parle d'horizons de temps qui sont de 2, 3, 4, 5 ans peut-être, Sébastien, on peut aller jusque-là Oui, même au-delà peut-être, d'accord. Mais le paradoxe, c'est que si vous m'interrogez, Grégoire, sur 2022... Et oui, voilà, j'allais dire, dans cette vision long terme que vous développez, donc taux réel négatif, tout ce qui va avec... Comment est-ce que va s'intégrer 2022 ? Parce qu'on voit bien quand même qu'il y a, encore une fois, ce pivot des banques centrales, c'est sans doute un point clé quand même de cette fin d'année 2021 et au moins du démarrage de l'année 2022. Donc on voit bien qu'il y a une espèce de mini-cycle dans cette grande vision long terme que vous développez. Je pense que c'est le bon terme. C'est-à-dire que peut-être que 2022, il faut faire l'inverse de ce qu'on décrit sur le moyen long terme. On a quand même, je dirais, il y a une chose positive. Qui n'est pas forcément tout à fait dans les cartes, c'est peut-être la Chine et donc l'Asie du Sud-Est, on va dire. Parce que là, ils se sont permis finalement, tout le monde a conscience qu'ils ont permis un certain deleverage de l'économie, ça s'est vu notamment sur l'immobilier. Je pense que tout le monde a conscience aussi qu'ils ont pu faire ça parce que justement le monde occidental était en pleine croissance, donc ça plombait pas l'économie mondiale. Et là, les indicateurs qu'on peut suivre nous montrent que ça y est, ils sont en train de eux-mêmes changer peut-être l'orientation de leur mini-cycle et peut-être redonner un petit peu de momentum positif à une économie qui a quand même souffert, y compris boursièrement. À la limite, c'est l'élément positif, mais sinon, il y a pas mal de nuages quand même. Et il y a les nuages que tout le monde voit, et puis il y a peut-être les nuages qu'on voit un petit peu moins. Dans les nuages que tout le monde voit, on a parlé d'Omicron juste avant, donc ça, on sent bien qu'on va avoir des fêtes de Noël et un 31 janvier peut-être perturbé, puis que la rentrée, on nous demande déjà de faire plus de télétravail dans les entreprises. Même si les économies, je trouve, sont assez résilientes quand même maintenant à ces chocs-là.
On sent qu'il y a des nuages avec les discussions. Les démocrates sont un peu perdus pour faire passer leur plan. On sent que c'est beaucoup plus compliqué. L'inflation, mine de rien, joue beaucoup quand même dans le débat. On a sans doute été beaucoup trop vite, trop loin. C'est devenu très politique, là. On est dans une phase de politisation de l'inflation qui guide beaucoup de décisions, quand même, directement ou indirectement. Ça peut nous faire changer un peu nos fusils d'épaule sur certains points. Après, il y a des traditionnels petits nuages noirs. Il y a la Turquie qui ne va pas très bien. Certains experts disent que la Russie envahit l'Est de l'Ukraine au premier trimestre, j'en sais rien. Mais c'est des nuages qui, le jour où le marché est moins en forme ou trop cher, peuvent criser un peu. Mais après, il y a les nuages peut-être qui sont un petit peu plus à débat. Je pense à cette notion d'inflation. C'est pas évidemment moi qui vais crier au loup, parce que j'ai longtemps dit qu'il y avait avoir cette inflation-là, mais il y en a bien plus que ce que j'avais estimé. Et du coup, ça mange peut-être l'inflation future. Quand on dit, c'est intéressant d'entendre sur les marchés, la Fed va peut-être faire une erreur de politique monétaire. Hein, on entend ça, je crois, qui est s'ils remontent trop vite les taux. Forcément, les marchés sont tellement nourris à cette subvention monétaire que derrière, ça corrige assez vite. Ce qui est bien, c'est que j'entends les deux. J'entends ceux qui me disent l'erreur de politique monétaire serait de tarder trop à remonter les taux, et ceux qui pensent que l'erreur de politique monétaire serait toujours d'aller trop vite dans la normalisation de la politique. Le message des taux, quand même. Le message des taux sur la courbe américaine, quand même, là, parlons de façon précise, c'est finalement la Fed est en train potentiellement de faire une erreur de politique monétaire. Parce que si vous achetez du 30 ans, finalement, il y a la pente qui vous protège. Les taux ne sont pas très hauts, c'est vrai, mais dès que ça parle un peu trop fort de resserrement, finalement, la partie longue de la courbe ne corrige pas vraiment. Et donc, vous êtes assez à l'abri sur cette position-là dans l'allocation d'actifs de certains portefeuilles. Donc, le message des taux, c'est ça. Mais la vraie question, c'est même pas celle-ci. La vraie question, c'est de savoir, c'est le comportement du marché, finalement. On dit la Fed va faire une erreur de politique monétaire si les actions baissent. Mais ça se trouve, elle n'a pas le choix. Ça se trouve, elle est dans un contexte où même ça devient politique, l'inflation, et les enjeux de pouvoir d'achat. Et ça se trouve, peut-être malgré elle, et de temps en temps, les marchés y baissent, forcément, eh bien, il faut quand même qu'elle fasse cet exercice. Je ne sais pas si elle le fera. Et donc, c'est pour ça que certains pensent que c'est un débat ouvert. Va le faire. Mais du coup, c'est quand même des nuages pour l'année prochaine. Vous dites la Fed, elle a peut-être aujourd'hui un peu moins de sensibilité au prix de marché, à la stabilité du marché boursier, pour dire les choses clairement, qu'elle n'a pu l'avoir auparavant. L'an dernier, quand je disais qu'on allait avoir 4 d'inflation aux US, je trouvais que j'étais presque un peu... On a 6-8 là, on n'a pas le dernier chiffre. Donc un vrai quand même sujet à traiter. Et ça commence à se sentir aux États-Unis dans le débat tous les jours. Donc je crois qu'il y a ça. Et il y a une autre chose, puisque vous parliez de Casa de Papel, qui était ce que j'utilisais il y a quelques années. Il y a aussi peut-être un constat, et ça c'est pas vraiment les nuages discutés, un constat que la Casa de Papel, finalement, ça n'a pas si bien marché que ça. Ça n'a pas si bien marché parce que finalement, ce qu'on se constate avec la planche à billets qu'on a fait marcher abondamment ces derniers trimestres, eh bien, ça a surtout nourri les entreprises, les cours boursiers. Ça a généré l'explosion de certaines valeurs de tech et des fortunes qui se sont construites. Il y en a qui se sont construites sur le Bitcoin. Et finalement, l'objectif de la Casa de Papel, qui n'était pas la même chose que le quantitative easing, c'était quand même d'essayer de rééquilibrer un petit peu tout ça. Ça a permis de protéger des emplois quand même déjà. Le premier actif, c'est quand même son job. Ça a permis ça. Mais je pense que dans le constat aujourd'hui des presque 7% d'inflation aux États-Unis, il y a un côté... Je rappelle quand même un chiffre que les gens n'ont pas forcément en tête. On sait que les Américains ils sont plus riches en moyenne et tout ça. Mais en patrimoine médian, l'Américain, c'est 68 000 euros net. Par adulte, c'est 108 000 euros en France. Donc l'américain médian, qui n'est pas l'américain bas de gamme, l'américain du milieu, c'est ça. Et cet américain-là est un peu passé à côté quand même de tout ça. Et donc on sent que ce mécanisme-là, pour ça qu'il risque d'être contesté, et ce sera forcément des nuages pour l'année prochaine, eh bien il peut être challengé par les politiques et donc par les banquiers centraux, etc. Donc ça fait partie des nuages. C'est pour ça que je dis, peut-être 2022, c'est l'année où il faut se positionner... de manière un peu plus opportuniste pour bien se positionner pour la tendance long terme je crois qui reste valable, toujours. Comment est-ce que les clients, les épargnants que vous servez alors à travers Arkéa IS et les réseaux d'Arkéa IS, comment est-ce qu'ils se sont comportés au cours de cette année 2021? Alors déjà, comment quantitativement, peut-être un mot de la collecte d'Arkéa IS, et puis où est-ce que les capitaux ont été alloués? Est-ce qu'il y a des nouveautés en la matière?
Oui, alors je pense que comme beaucoup de sociétés de gestion, on a vécu une bonne année en termes de collecte, puisque nos encours progressent de 60 milliards à 70 milliards, c'est considérable, surtout qu'il y a un effet marché qui est relatif, parce qu'on n'est pas tant positionné que ça sur les actions, pour le coup, ont bien monté. Donc ça collecte à beaucoup d'endroits, chez les particuliers bien sûr et chez les institutionnels. Parlons des particuliers, parce que c'est toujours intéressant. Les particuliers, finalement, l'année dernière, il y a eu beaucoup d'épargne bancaire, épargne de bilan, comme on dit. Il y en a toujours beaucoup. Mais cette année, c'était l'occasion finalement de transformer cette épargne bancaire en épargne financière. Il y a plusieurs axes qui marchent très bien. Il y a la diversification, bien sûr, je vais y revenir, et puis il y a le verdissement des portefeuilles, évidemment, à l'insu du plein gré parfois du client. C'est d'une certaine façon, c'est la finance qui embarque ses clients dans cette direction-là. Dans la diversification, on a pas mal de choses. Il y a les premiers éléments de diversification, ça a été la gestion sous mandat, par exemple. Et ça, on continue de collecter. C'est un vrai métronome. Ça permet pour le particulier de sortir de son contrat en euros, de son livret A, et d'aller vers des choses plus ou moins risquées en fonction de son profil, bien sûr. Ça marche toujours très bien. La première diversification aussi, ça a été l'immobilier. Ça, c'est pas nouveau. Arkea Immobilier Conseil fait sa meilleure année, je pense, en termes de résultats. Donc, collecte des CPI dans les réseaux. Nous-mêmes, quand on a lancé Silver Avenir, on avait parlé autour de cette table, le viager sans rente, ça a fait un carton, 440 millions, je crois, la collecte aujourd'hui. L'autre élément de collecte, c'est toujours les fonds à formule, les fonds structurés, comme on dit, les autocalls pour les spécialistes de Smart Bourse. Ça marche toujours très bien, parce que ça, c'est une façon d'amener du rendement avec un risque qui est sans doute mal apprécié. Mais pour cause, parce que dans tous les produits qu'on a fait, ça fait 12 ans qu'on fait ça, il n'y a jamais eu d'accident. Donc on a l'impression qu'on a un rendement entre 4, 5, 6 en fonction des produits qu'on sort. Il y a un côté un peu asymétrique dans ce genre de produit. Et ça baisse jamais. Voilà. Donc ça marche aussi très bien. Et puis des produits qu'on a lancés, alors ils n'achètent pas d'actions en direct, c'est qu'une petite proportion seulement. Et parfois ils le font vraiment en direct sur Fortunéo, par exemple, de banque en ligne. Bourse, mais sinon, les particuliers, c'est toujours comme ça. Ils veulent faire des actions, ils sentent quand même que c'est bien pour leur retraite, etc. Il y a le PER qui joue aussi son rôle de ce point de vue-là. Mais c'est vrai que des produits qui vont proposer à la fois de jouer sur la hausse du marché action et puis d'avoir une vraie garantie partielle, bien sûr, comme le fonds AIS Protect qu'on a lancé, il fait 400 et quelques millions de collectes aussi, c'est énorme en fait pour nos réseaux de distribution, parce que ça c'est vraiment des produits de réseau, c'est peu vendu en externe. Et ça passe bien, je pense, en clientèle. On va être obligé de le fermer, d'en lancer un deuxième. On n'anticipait pas ça. Et puis après, il y a cette notion de démocratisation aussi de tout ce qui est non coté. Alors je pense qu'on en est encore qu'au début. Ça commence avec la banque privée et dans les réseaux, là aussi, ça va commencer à arriver. Beaucoup de gens travaillent sur le sujet, c'est notre cas aussi. Le premier non coté, c'est l'immobilier, mais j'en ai déjà parlé. Le private equity, évidemment, tout le monde l'a en tête après une décennie record en termes de performance et de découverte de nouveaux secteurs, etc. Mais il y a la dette non cotée qu'il ne faut pas négliger. On part de très peu, mais ça, pour les particuliers, ça peut être pas mal si c'est bien monté. En tout cas, nous, on y travaille. Et après, il y a le verdissement. Le verdissement, alors maintenant, c'est véritablement, tout le monde le fait évidemment, mais si je reprends tous ces axes-là, on transforme tous les produits petit à petit. Ça devient complètement transversal. On a de la vraie demande de certains particuliers, notamment plus ils sont jeunes, plus c'est le cas, mais souvent, comme ça ne fera pas plus mauvais que 100, la finance change le monde finalement petit à petit en entraînant finalement sa propre collecte. C'est la nouvelle offre, le renouvellement de l'offre, le verdissement de l'offre qui entraîne la demande d'une certaine manière. Oui, exactement, exactement ça. Et puis chez les instituts, j'ai presque pas envie d'en parler parce qu'ils vont faire un petit peu la même chose avec évidemment un regard beaucoup plus professionnel, mais finalement on a à peu près les mêmes segments de collecte sur des fonds évidemment plus destinés à des institutionnels. Merci beaucoup Sébastien pour ce bilan de l'année 2021 du point de vue d'Arkea IS et vos perspectives avec toujours cette grande idée de la Casa de Papel, la domination fiscale budgétaire qui n'est pas prête de s'arrêter au-delà de l'année 2022. Sébastien Barbe qui était avec nous en plateau, le président du directoire d'Arkea IS.
Et poursuivons cette discussion de marché avec Delphine Arnaud, je le rappelle, à nos côtés en plateau, gérante multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Et on se focalise avec vous, Delphine, donc sur la partie action, la stratégie action pour 2022. Reprenons quand même l'idée du pivot des banques centrales. On verra jusqu'où ce pivot, jusqu'où le paquebot de la Fed et des banques centrales peut pivoter. Mais on est quand même pour l'instant dans cette idée-là. Quelles sont les conséquences que vous en avez tirées du point de vue de la poche action et des stratégies actions que vous mettez en place chez Edmond Rothschild AM? Oui, déjà tout à l'heure, vous disiez sur Casa del Papel, ça n'avait pas porté ses fruits. En fait, la saison 1 de Casa del Papel, on a eu... Je sens l'aficionados. Non, oui, j'aime beaucoup. La saison 1 de Casa del Papel, c'était la planche à billets qui se retrouve après dans le bilan des banques, les banques mettant cet argent en thésaurisation dans le bilan des banques centrales. Et là, effectivement, on n'a pas vu le surplus d'inflation. Et quand on regarde d'ailleurs le PCE qui doit sortir demain aux États-Unis. Ouais. Le PCE sur 10 ans, en fait, actuellement, il est à 1,75. Donc, par contre, depuis 5 ans, parce que sur les 2 dernières années, ça a beaucoup poussé. Là, on est au-dessus de 2, on est à 2,35 et sans doute qu'on sera encore au-dessus demain avec le nouveau chiffre. Pourquoi ? Parce que la saison 2 de Casa del Papel, en fait, on a eu l'artillerie lourde, on a une coordination mondiale de toutes les banques centrales qui, en même temps, ont printé de la monnaie et les politiques fiscales qui, en même temps, ont également soutenu. Elles ont fait de l'hélicoptère monnaie qui, normalement, on pensait que c'était réservé aux banques centrales les plus aventureuses. Les trésors publics l'ont fait. Donc, en fait, l'argent s'est retrouvé chez les consommateurs, dans leur livret d'épargne et également, ça a soutenu la forte demande. Donc, en fait, ça a poussé cette saison 2, je trouve que de Casa del Papel, je trouve qu'elle a porté la croissance, mais du coup, elle a porté l'inflation. Ouais. Bon. Donc, s'il faut réajuster un petit peu le tir, encore une fois, c'est l'idée des banques centrales, en tout cas c'est le discours que les banques centrales nous ont vendu, fait de la première en cette fin d'année. S'il faut réajuster un petit peu le tir, sans changer forcément la perspective de long terme, qu'est-ce que ça implique là dans les stratégies actions ? Dans les stratégies actions, en fait, ce pivot des banques centrales qu'on a connu depuis un mois pour les pays développés, mais qui avait déjà commencé dans les pays émergents. En fait, si on regarde à la surface, le S&P, il n'a pratiquement pas bougé depuis un mois. En fait, il est à son niveau. On ne peut pas l'acheter moins cher aujourd'hui qu'il y a un mois. L'Eurostoxx, on peut l'acheter 3% moins cher qu'il y a un mois. Donc on n'a pas eu le rallye de fin d'année, hein, mais sur les gros indices, on n'a pas non plus les soldes. Par contre, si on regarde un peu plus en profondeur, avec un peu plus de granularité dans les segments actions, en fait, on voit des segments actions qui ont commencé à prendre acte de ce pivot des banques centrales à des rythmes différents. Donc en début d'année, vous aviez des fortes croissances des small cap américaines, des valeurs tech. Et puis, finalement, ça s'est essoufflé dans un premier temps. Et puis, ça a beaucoup baissé là depuis le dernier mois. Et donc ça peut poser des questions. Est-ce que ce ne serait pas un point d'entrée sur les marchés actions ? Nous, en fait, ce qu'on va privilégier dans ces segments en solde... Donc vous parlez small cap, et puis alors quand vous dites tech, c'est toute la tech un peu aventureuse, peut-être, la tech qui ne fait pas encore de profit. C'est pas les GAFAM, hein, c'est non, ça. En fait, si le S&P n'a pas bougé depuis un mois, c'est justement parce que les GAFAM, elles ont été très stables. Et ça n'avait pas été le cas en septembre. En septembre, dans le creux, en fait, le creux avait été accompagné par ces GAFAM qui pèsent lourd dans les indices et qui, du coup, elles n'ont pas le droit à l'erreur. Ouais. Donc là, elles n'ont pas tellement bougé. Non, c'est vraiment la tech non profitable, en fait, du point haut, le 8 novembre, la tech non profitable, du point haut, du 8 novembre au point bas la semaine dernière, elles ont perdu 30%. Ah oui.
En fait, cette tech non profitable, elle se valorisait avant le Covid. Donc les métriques, on n'est plus c'est pas profitable, donc on n'est pas en métrique de DPS. On mesure pas les profits puisqu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc c'est en années de chiffre d'affaires, hein, donc 3 années de chiffre d'affaires en 2019, et puis avec le Covid, en fait, elles ont eu une poussée du chiffre d'affaires, une forte croissance avec l'accélération du e-commerce, le télétravail. Plus de temps passé devant les écrans aussi, tout ça a joué et en fait il y a eu un optimisme un peu élevé, un boom de ces valeurs-là. Elles sont passées à 10 fois leur chiffre d'affaires en valorisation en début d'année. Et là en fait quand on dit que c'est les soldes, elles sont quand même encore à 7 fois le chiffre d'affaires. Versus 3 fois le chiffre d'affaires avant la crise pandémique. Hein. Oui, alors si c'est structurel, la crise pandémique, en fait, ça a été un game changer pour ces valeurs-là. Il y a une accélération de leur croissance. Maintenant, les attentes étaient quand même très élevées. La croissance qui était attendue par les analystes, elle a dû être révisée là, depuis mars 2021. Elle est révisée encore pour l'année prochaine. Et donc, du coup, c'est cette déception sur les fondamentaux. Là, on ne parle pas d'Omicron, on ne parle pas de Taïwan, d'Ukraine. Et puis, le deuxième les fondamentaux propres à ces genres de valeurs, qui a également déçu, c'est que rares sont les segments actions où on a révisé à la baisse les marges opérationnelles. Et sur ces segments-là, sur ces segments de la croissance non rentable, elles subissent des hausses de salaire. Il faut être data scientist. Bien sûr, c'est la guerre des talents pour ces boîtes. C'est la guerre des talents, bien sûr. Et donc, on révise de 10 points les marges opérationnelles qui sont très élevées. Hein, c'est asset light comme modèle. Donc, de 45 points de marge opérationnelle, les analystes voient plutôt 35. Sur un chiffre d'affaires qui est révisé aussi en baisse. Donc, en fait, ça repousse autant la perspective d'atteindre le seuil de rentabilité pour ces entreprises-là. Donc nous, vu que c'est poussé par des fondamentaux, ça ne nous donne pas tellement envie d'aller sur cette tech. Surtout que, normalement, on a la capacité d'attendre pour aller sur ces belles valeurs. Dans ce segment de la tech non rentable, en fait, il y a quelques années, il y avait Amazon, il y avait Tesla avant qu'ils rentrent dans l'indice. On sait que ça peut être des histoires incroyables. Ça peut être des histoires incroyables. Mais vous dites qu'il n'y a pas d'urgence à se précipiter aujourd'hui pour aller on a joué à la un pêche, peu le rebond tactique, mais ce n'est pas un thème pour 2022. En fait, les analystes ont quand même repoussé. On pensait qu'elle serait plus profitable en 2022, en 2023. Finalement, ce sera repoussé à 2024. Et pendant ce temps-là, les taux ont monté, en fait, notamment la partie courte. Donc, en fait, on est mieux payé pour attendre. Le 5 ans, cet été, il était à 0,60. Il a doublé à 1,20. C'est pas non plus... voilà. Mais pendant ce temps-là, sur les taux, on est un peu plus payé pour attendre. Donc, ça pénalise un peu ces valeurs-là. Ouais. Du coup, c'est quoi le cœur d'une stratégie action là, pour commencer 2022, Delphine ? Alors nous, sur la poche action, on va être très tactique. Donc voilà, on peut jouer le rebond sur cette tech non profitable, mais pas pour longtemps. On est un peu plus confiant sur les small caps, qui, elles, avaient été pénalisées déjà un peu en avance cette année. Notamment, alors les valeurs small cap américaines, les fondamentaux sont bons. On n'a pas révisé les chiffres d'affaires, les marges tiennent. Et pareil en Europe, où là, la croissance des chiffres d'affaires est encore plus impressionnante. Donc, sur les small caps, on est assez positif. Sur toute l'Europe, en règle générale, avec un PE à 15, on est quand même assez favorable. D'autant plus qu'on a dit pivot des politiques monétaires. Mais en fait, ce pivot-là, il y a ceux qui l'ont fait, les banques centrales émergentes, il y a ceux qui en parlent très fortement, les banques centrales américaines et plutôt anglo-saxonnes, et puis il y a ceux qui repoussent le sujet. Et là, la Banque centrale européenne, quand même, elle nous a promis un tapering très long dans la durée pour tout 2022, pas de hausse de taux avant 2023, Et donc, on a du temps même si les sujets politiques sont plus importants quand même en Europe. Oui. Avec l'Ukraine, avec le Brexit, l'Europe... Oui, mais vous dites quand même, voilà, cette thématique small cap, et si on croise ça avec la thématique Europe, ça coche quand même
des cases avec lesquelles on est confortable pour commencer 2022. Oui, et on ajouterait également le Japon, sur lequel on est positif. On a eu un retour des investisseurs en septembre, et puis finalement, ça n'a pas tenu. Et pourtant, les fondamentaux sont bons. Là aussi, pas trop de crainte de revirement des banques centrales, des valorisations qui sont au même niveau qu'avant crise, alors qu'entre-temps, on a mis un peu dehors les problématiques de déflation, et la croissance pousse un peu. On a un levier opérationnel sur ces entreprises-là qui est intéressant aussi, et donc des perspectives de croissance qui sont très bonnes sur le Japon et assez peu regardées, bizarrement, sur le marché. On verra si on en parle un peu plus en 2022 du Japon. Merci beaucoup en tout cas Delphine d'être venue nous voir et pour évoquer ces quelques axes stratégiques sur les marchés actions pour débuter 2022. Delphine Arnaud, gérante multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management, qui était avec nous, invité de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve à 17h ce soir en direct sur Bismart.